battle de ce soir, Europe, 2 points, trop ou pas assez, avec Coralie Delaume, François Asselineau, Patrick Vignal et Paolo Levi. Bonsoir à tous. Alors, Coralie Delaume, bonsoir. Vous êtes essayiste et votre dernier livre, Le couple franco-allemand n'existe pas, est paru en 2018 aux éditions Michalon. Bienvenue parmi nous. François Asselineau, bonsoir. Vous êtes président de l'Union populaire républicaine, ancien candidat à la présidentielle et candidat aux européennes. Bienvenue parmi nous. Patrick Vignal. Vous êtes le député La République En Marche de l'Hérault. Vous êtes un des plus sympas. Hein. Ouais. Ah ouais. Avec l'autre conne, là, comment il s'appelle? Ah, mais ça va, alors. Non, c'est le plus sympa. Comment ça s'appelle déjà? Je m'en rappelle plus. Bienvenue parmi nous. Et Paolo Levi, le beau gosse du jour. Vous êtes journaliste, correspondant à Paris de la Stampa et de l'agence ANSA. Voilà, bienvenue parmi nous, vous aussi. Merci. Mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. Mes chers amis européens, Au départ, Macron avait un plan de bataille très simple pour les européennes. D'un côté, il se présentait comme le chef des gentils progressistes, qui rêvent que tous les pays de l'Union se donnent la main. J'ai besoin de ces terres qui croient dans l'Europe. De l'autre, il dénonçait sans relâche les vilains nationalistes qui veulent se replier derrière leurs frontières. Contre le nationalisme qui renaît, contre la frontière fermée que certains proposent. Bref, ça paraissait clair, l'Europe, on est pour ou on est contre, il suffit de choisir. En réalité, ce n'est pas si simple de tracer une ligne bien nette pour séparer les deux camps. Macron a beau montrer du doigt les nationalistes qui veulent rétablir les frontières, lui aussi réclame plus de protection pour l'Europe. Dans sa tribune publiée cette semaine, il souhaite par exemple une remise à plat des accords de Schengen pour lutter contre l'immigration. nous devons refonder notre Europe. Voilà donc notre progressiste qui se rallie à une proposition défendue par Sarkozy lors de la campagne présidentielle en 2012. Schengen doit être repensé et refondé. De leur côté, les nationalistes détestent l'Union européenne, mais pas tant que ça. La preuve, en 2016, Salvini avait inscrit la sortie de l'euro dans son programme électoral. Mais maintenant qu'il est au pouvoir, plus question de sortir de l'euro. Pareil pour Marine Le Pen. On sort ou pas de l'euro? Il faut retrouver On notre... vient au franc ou pas? Il faut retrouver notre monnaie nationale. Alors qu'elle s'était ridiculisée sur le sujet lors du débat présidentiel, aujourd'hui, elle ne souhaite plus sortir ni de l'euro ni de l'Union. L'Europe actuelle mérite pourtant bien des reproches. Les critères de Maastricht qui imposent l'austérité budgétaire, le manque de démocratie et de transparence dans les décisions, ou encore la recherche permanente du compromis entre les 27 membres qui conduit à l'immobilisme. Résultat, l'idée d'un Frexit conserve des partisans acharnés comme François Asselineau. Nous allons en marche vers le futur, parce que le Frexit, c'est le futur, comme le Brexit est le futur du Royaume-Uni. Oui, mais voilà, l'exemple du Brexit nous prouve justement qu'il ne suffit pas de claquer la porte de l'Union pour retrouver la prospérité. Au contraire, le Parlement britannique a calculé qu'un Brexit sans accord coûterait 60 milliards au Royaume-Uni et lui ferait perdre 7% de son PIB. Alors, qui veut encore quitter l'Union européenne? Et voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. François, vous l'aimez, l'hymne européen? Non, j'aime pas l'hymne européen. J'aime bien Beethoven, mais pas l'hymne européen. Et vous? Pareil, je trouve que c'est triste pour Beethoven d'en avoir fait un objet de marketing, un truc de marketing. Ça vous plaît, l'hymne européen? Moi, vous j'adore. Ouais. Paolo? Cet hymne s'appelle l'hymne à la joie. Moi, j'adore la joie, je suis joyeux et donc, oui, je l'aime beaucoup. Alors, est-ce que vous connaissez la devise de l'Europe? Unis dans la diversité. Putain, bravo. Ah ouais. Alors, Macron a proposé une autre devise, liberté, protection, progrès. Ça vous plaît? Macron, il en change tous les ans. Alors, ouais. Vous savez, il avait déjà fait son discours d'Athènes. Après ça, c'était le 7 septembre 2017. Après ça, il a fait
le discours de la Sorbonne, le 27 septembre 2017. Il avait des idées, tout le monde s'en fout. Et puis là, il vient de sortir sa tribune, tout le monde s'en fout. Alors, justement, on commence avec vous, François Asselineau. Selon vous, il ne faut pas une autre Europe, mais quitter l'Europe. Donc, vous êtes le mec du Frexit, vous. Hein? C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, des gens comme Marine Le Pen voulaient sortir de l'Europe. Puis ils ont découvert qu'avec Salvini, Orban, tout ça, ils pouvaient changer l'Europe de l'intérieur. Donc, ils se disent, on va rester dans l'Europe. Vous, non. Ça fait 12 ans que je le dis. Vous savez, au moment du traité de Rome, en 1957, Mendes France n'avait pas signé parce qu'il voulait changer l'Europe. Ça fait 61 ans qu'on veut changer l'Europe. Et à chaque élection européenne, on nous ressort le même truc. Je peux vous faire un cadeau? Regardez. Ça. Voilà. Ah ouais. C'est la fiche du Parti socialiste en 1979, il y a 40 ans, déjà pour les élections européennes, changer l'Europe. Voilà. Beau cadeau. Hein. Et je peux vous les montrer toutes. Moi, ça, tu vois, vous avez pas foutu de ta gueule, là. Hein. En juin 2000... Le cadre va coûter cher. En juin 2004, Philippe de Villiers, c'est pour les européennes de 2004. De Villiers voulait changer l'Europe. Et une autre Europe, c'était en mai 2005, pour ELV. Voilà, on continue si vous voulez. Ça va être dur d'amener un cadeau pour moi avec tout ça. Dupont-Aignan, en juin 2009, veut changer l'Europe. Le Parti socialiste, en juin 2009, 30 ans donc après 79, veut toujours changer l'Europe. Et puis le Front de gauche... Il veut changer l'Europe Il veut changer l'Europe. C'est marrant, tout le monde veut changer l'Europe. Il n'y a que nous qui ne voulons pas changer l'Europe parce qu'on dit que ce n'est pas possible de changer l'Europe parce qu'il faut l'unanimité. Une dictature qui ne dit pas son nom. Hein. Pour vous, l'Europe, c'est ça. Oui. Coralie Delhomme. Alors, dans votre livre « La fin de l'Union européenne », publié en 2017, vous dites « L'Union européenne n'est ni un État, ni une fédération, mais juste un marché unique dysfonctionnel qui crée des gagnants et des perdants. » Et vous prédisez dans ce livre la lente décomposition de l'Europe et sa disparition. Et pour vous, c'est vrai que l'argument « l'Europe, c'est la garantie de la paix », pour vous, c'est un mythe, en fait. L'Europe n'a pas garanti la paix, puisqu'il y avait la guerre froide, la dissuasion nucléaire. Et puis aujourd'hui, on est tous dans l'OTAN. Donc, de toute façon, on ne va pas s'attaquer mutuellement. La France est une puissance nucléaire. Donc, pour vous, l'argument « l'Europe garantit la paix » n'est pas un bon argument. Il n'est pas recevable du tout. Pas du tout recevable. En réalité, cette Europe qu'on a voulu construire, c'est une Europe qui est à la fois une Europe du marché, dérégulée, donc très néolibérale, avec une monnaie fédérale sans État fédéral. Donc économiquement, ça pose un certain nombre de problèmes. Et par ailleurs, nous avons une Europe supranationale avec des traités qui font aujourd'hui primer le droit européen sur les droits nationaux. Absolument. Donc on a cette organisation qui est une organisation contingente. Dans deux cas, ça pose problème. Dans le domaine économique, parce que ça tue la compétitivité et l'industrie française et celle d'autres pays par la même occasion. Et ça pose aussi un problème démocratique, parce que ça a ôté au peuple leur capacité à s'autodéterminer. Paolo Levi, pour vous. Vous êtes italien, vous êtes le correspondant de la Stampa et de ANSA. Pour vous, l'Italie n'a pas été aidée par l'Europe. C'est le moins qu'on puisse en dire. Et conséquence, Salvini. C'est l'Europe qui a créé Salvini. Salvini est le monstre européen, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus européen aujourd'hui que Salvini. C'est vraiment le résultat de plus ou moins 10 ans de crise très très virulente qui nous a frappés en Europe, tout le monde. Ensuite, sur la question migratoire, c'est vrai que l'Europe a tourné le dos à l'Italie. Ils ont fait semblant de ne rien voir. La France tout particulièrement. Et la France avait des responsabilités assez particulières. C'est-à-dire que s'il y a eu cette arrivée de migrants, notamment dans les côtes italiennes, parce que c'était les plus exposés, c'était aussi à cause de l'intervention en Libye. On a fait tomber le dictateur, et à juste titre, Kadhafi. Mais après, on n'a pas pensé, en quelque sorte, à organiser l'après. Alors vous dites Macron offre un boulevard à Salvini car il se pose en grand gardien du pays des droits de l'homme, mais sur les migrants, il a la même politique que Salvini, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de migrants. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron nous fait vibrer par ses grands discours droits de l'hommiste, etc. Et moi-même, j'étais complètement emballé parce que je trouve qu'il avait raison, mais je m'attendais à l'époque qu'il fasse le discours et ensuite
la chute finale de son discours devait être « Ok, c'est parfait, l'Italie ferme les ports, c'est complètement inconcevable et nous ne l'acceptons pas ». Demain matin, je me rends à Marseille, on va ouvrir le port de Marseille au navire Aquarius et on va accueillir les migrants. Chose qui ne s'est pas passée. L'Aquarius, il a été obligé d'aller en Espagne. Donc, c'est un peu un discours... En italien, on dit predichi bene, razzoli male, c'est-à-dire tu parles bien, mais ensuite, dans les faits, tu fais une politique qui, certes, est plus policée, ton langage est beaucoup plus civilisé, mais dans les faits, l'Italie et la France, aujourd'hui, ont fermé. Alors, Patrick Vignal, Macron va-t-il sauver l'Europe ou l'Europe va-t-elle sauver Macron? Bon, d'abord, moi, je ne veux pas jouer les planqués, parce que souvent, ça a été ça, l'Europe. L'Europe, en fait, s'il y a une fuite revenue du voisin, c'est la faute de l'Europe. Jusqu'à maintenant, il faut être honnête, on ne s'est jamais investi sur l'Europe. Et moi, j'ai très envie de ne pas avoir ce théâtre aujourd'hui politicien. Je pense qu'il y a un vrai débat sur l'Europe. Et moi, je n'ai pas envie de vendre les bijoux de famille aux amis de M. Asselineau ou à tous ces nationalistes et populistes. Je pense qu'on peut construire une nouvelle Europe. Je pense qu'on peut construire un Schengen 2. Je pense qu'on peut aider nos amis italiens. Et j'en prends ma part. On n'a pas été assez suffisamment prêts. On a laissé les Italiens se débrouiller. À l'arrivée, c'est le populisme qui réfléchit. Et c'est celui-là qui arrive sur le marché. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une nouvelle réflexion. Moi, j'ai plus envie de vivre comme M. Asselineau. On est la même génération. Je ne roule pas ni en Signe-Camille ni en Minitel. Et j'ai surtout pas envie de cirer les pompes de Donald Trump. En plus, je crois qu'il fait 48 de chaussures. Ouais. Donc j'ai très envie de construire une autre Europe. Il me traite de populiste. Moi, je voudrais montrer ça. Macron, le 22 novembre 2018, nous sommes les vrais populistes. Alors, c'est quoi un populiste? C'est Macron qui le dit lui-même devant les maires le 22 novembre 2018. Alors, ça suffit. Avec ce il va falloir qu'on refasse l'ENA, monsieur Asselineau. Je pense que vous êtes resté trop longtemps sur l'ENA, ou trop longtemps dans les cabinets successifs. Parce que moi, je veux bien avoir des leçons de gens comme vous. Mais toute attendez, votre vie, vous avez été dans des cabinets. Vous avez, monsieur Macron. Vous l'a donné. Vous avez monsieur Macron. Monsieur Asselineau. Vous avez monsieur Macron le 22 novembre 2018 devant les maires qui a dit nous sommes les vrais populistes. Ce qui me gêne. Donc c'est quoi les populistes? C'est qu'avec mes impôts, vos impôts, Thierry, il y a une grande école qui est l'ENA. Que monsieur a fait, et c'est très bien, je suis ravi. Et ce monsieur, toute sa vie, il a fait des cabinets successifs. Tous les cabinets du monde. Et aujourd'hui, il m'explique que pendant 30 ans, ce qu'on a fait, ça ne marche pas. Moi, je suis fatigué d'entendre ça. Moi, à 20 ans, j'ai monté une entreprise, d'accord, et j'essaie de la faire tourner tous les jours. Donc, des gens comme vous, à un moment donné, ça suffit. Eh bien, écoutez, moi, vous êtes en train de donner des leçons tous les jours. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 30 ans, monsieur? C'est vous qui donnez des leçons. Pour que ces jeunes, ils aient envie de faire Erasmus. Pour que ces jeunes, ils aient des frères partout dans l'Europe et dans le monde. C'est ça, la société de demain qu'il faut construire. La question que je voudrais vous poser à tous ce soir, c'est est-ce que l'Europe ne marche pas parce qu'il y a trop d'Europe ou est-ce que l'Europe ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez d'Europe? Écoutez, vous savez quoi? Ce que vous devriez faire, si je peux me permettre de vous donner un conseil. Je vous en prie. Un jour, vous devriez réunir autour de cette table 28 représentants des 28 gouvernements. Ouais. Chacun avec sa langue nationale. Il y a 24 langues nationales différentes. Et puis, vous posez les questions. Parce que ça serait la meilleure leçon de choses. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, tous les dirigeants porte fermée savent que ça ne marche pas. D'ailleurs, vous dites que l'Europe, c'est Babel, quoi. Mais ça ne marche pas. C'est un stratagème chinois, ça s'appelle le stratagème des chaînes. Les Américains ont poussé continuellement à ce qu'il y ait de plus en plus d'États. C'est d'ailleurs le président George W. Bush qui, à l'université de Varsovie en 2001, avait dit qu'il fallait faire entrer tous les pays de l'Est d'abord dans l'OTAN, puis ensuite dans l'Union européenne. Et quand vous avez, écoutez, regardez, vous avez 28 États. Heureusement, les Britanniques s'en vont. Et les Britanniques, monsieur le député, ce ne sont pas des populistes. Les Britanniques, c'est le peuple qui a, depuis 800 ans, défendu les libertés individuelles et qui a été à la pointe du combat de la démocratie en Europe occidentale. Si les Britanniques s'en vont, c'est bien parce qu'ils ont compris que ce système ne marche pas, ne peut fonctionner que de façon dictatoriale, par une commission non élue. Ça ne veut pas dire qu'on va se refermer du monde, hein, parce que les vrais nationalistes, ce sont des gens comme M. Macron qui veut refermer la France dans ce petit périmètre qui va de l'Algarve jusqu'à la Laponie. La France, c'est tout autre chose. La France, c'est l'ensemble du monde. La France, c'est la France de De Gaulle, celle qui parle à l'Amérique latine, au Moyen-Orient, à la Chine, à l'Union soviétique à l'époque de De Gaulle. Au moment de la présidentielle, j'avais fait remarquer
qu'il y a 6686 traités qui lient la France au reste du monde. Et en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, on veut en supprimer 2 sur 6686. Patrick. Si vous faites revoter les Britanniques aujourd'hui, je voudrais savoir quels seraient les résultats du vote. 54% pour le Comment les Britanniques financeraient leur parc éolien? Comment aujourd'hui on est capable effectivement d'être fédérés tous ensemble? Je suis désolé de vous le dire, mais pour moi l'Europe c'est un grand projet. Moi je travaille sur redynamiser les centres-villes et centres-bourgs. Je suis là en 2017 à la Commission européenne pour avoir des fonds pour dynamiser nos centres-villes. Le vrai débat de l'Europe, monsieur, c'est faire ensemble. Alors elle est mal faite, je suis d'accord avec vous. Sur l'immigration, on a des choses à dire. Sur l'économie, sur la sécurité. Mais je veux dire, à un moment donné, le petit village gaulois, ça ne fonctionne plus, monsieur. Si on veut concurrencer la Chine, si on veut concurrencer les États-Unis, il faut qu'on soit fort. Vous, ce que vous faites aujourd'hui, c'est travailler sur les peurs des gens. C'est la peur de l'autre, c'est la peur de sa religion, attendez, de sa couleur. hop. J'ai vu le clip de La République En Marche. Je ne l'ai pas encore vu, moi. Moi, je l'ai vu pour la campagne des Européennes. C'est que basé sur la peur. Hein. C'est-à-dire que là, quand vous regardez le clip, on vous explique que ça va être le nazisme demain matin si on ne vote pas pour l'Europe. Moi, j'étais toujours très clair. Non. Pour combattre le nationalisme et le Front National, c'est pas avec des paroles, c'est avec des actes. 80% des gens qui votent extrême, c'est parce qu'ils sont déçus des politiques qu'on a fait pendant 30 ans et de la lâcheté. Oui. On est bien d'accord. Dans ma circonscription, je vous signale que c'est énorme le vote Rassemblement National. Et je me suis fait réélire parce que je suis allé au charbon, elle m'était mise sur le terrain. Et c'est le problème que je dis à la France, on n'a pas su vendre l'Europe. Il nous dit qu'il faut faire l'Europe face à la Chine, face aux États-Unis, face à la Russie, etc. Face aux méchants. C'est le péril jaune. Pas aux méchants, monsieur. Vous nous faites le coup du péril jaune, vous nous faites le coup du péril russe, alors que nous disons que justement, en sortant de l'Union européenne, nous allons faire ce que d'ailleurs les Britanniques sont en train de faire, sans que personne n'en parle, de renouer des relations avec le monde entier. Et c'est ça que nous voulons faire. On n'a pas le choix entre l'Union européenne et le repli national. C'est important d'insister là-dessus. L'Union européenne, c'est encore une fois contingent. L'Europe, c'est un ensemble de pays et on peut être à la fois souverainiste, c'est-à-dire attaché à la souveraineté de son pays, c'est-à-dire à la démocratie, parce que la souveraineté nationale, ça n'est jamais que l'autre nom de la démocratie, tout en étant internationaliste, c'est-à-dire en étant pour la coopération entre des nations souveraines. On a fait à la place une Europe supranationale qui a beaucoup d'inconvénients en termes démocratiques et qui, en plus, par la manière dont elle fonctionne économiquement, avec le marché unique, avec l'euro, fait diverger économiquement les différents pays et les dresse les uns contre les autres. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, en Grèce, on traite les Allemands de nazis, quand vous voyez que la presse allemande fait des unes absolument insultantes sur le peuple grec, vous vous dites on n'a jamais été aussi loin d'avoir rapproché les peuples et d'avoir œuvré en faveur de l'amitié entre les peuples. Regardez pour la pêche électrique. Moi, je suis d'une région où il y a de la pêche. On a harmonisé. Pour le thon, on a harmonisé. Pour le SMIC, il faudra qu'on harmonise. Nous, on a des travailleurs polonais qui gagnent, madame, à 500 €. Mais pourquoi pas faire... Au lieu de faire d'accord, pourquoi on ne partage pas la table entière, madame? Pourquoi vous voulez faire tout petit? Parce qu'il y a 28 peuples. Pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. L'unanimité, ça veut dire, en particulier, ce qu'on ne dit jamais, c'est que vous avez des petits États dans l'Union européenne qui maintenant sont gangrénés par la mafia. Malte est gangréné par la 'ndrangheta calabraise. Je suis désolé, monsieur, mais c'est la vérité. Vous n'avez pas désolé. C'est pas lui, hein. C'est de votre faute, monsieur. C'est un peu sa faute, oui. Je pense que c'est sa faute. La Slovaquie, c'est pareil. La Bulgarie et la Roumanie, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez en fait ces États qui sont des États fragiles et qui peuvent être très bien utilisés pour empêcher toute modification. Monsieur Asselineau... Bon, non mais attendez, vous savez quoi vous me faites penser? Vous me faites penser à un proverbe chinois qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Ça ne marche pas. Je l'écoutais souvent sur vidéo. Il faut en tirer la conclusion. Thierry, soyons pragmatiques. Les GAFA, cher monsieur. Aujourd'hui, Bruno Le Maire, et pourtant je ne suis pas souvent d'accord avec lui, a décidé de taxer les GAFA à hauteur de 3... Attendez, madame. Mais si, ça va se faire. Pour le moment, non. C'est l'illustration exacte. 500 millions d'euros. Ouais, qu'est-ce que c'est? 500 millions d'euros. Quand tu penses que l'ISF, c'est 3 milliards et que la taxe sur les GAFA, c'est 500 millions. Alors, on fait quoi alors? On baisse les bras? Non, mais là, on a la preuve. Alors là, excuse-moi, sur les GAFA, je ne suis pas anti-européen spécialement, mais sur les GAFA, on a la preuve que finalement, on n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau européen. Donc la France décide de taxer les GAFA et on taxe, je ne sais pas comment, pour arriver à 500 millions. Vous avez beau me dire, un jour, tout le monde va le faire. Mais c'est pas un jour, Thierry. Maintenant, on peut avoir une majorité qualifiée au Parlement européen qui peut voter
la Hongrie y vient. Mais bien sûr qu'on espérons-le. Espérons-le. Paolo, on vous a pas entendu, Paolo, alors. C'est la mafia, ça. Ah, il dit rien, Paolo. Paolo, il dit ta gueule, il dit rien, on va lui Paolo. baiser l'anneau et... Ah ouais, là. Non, alors, Paolo, vous en pensez quoi de tout ça, vous? Non, je sais pas. Moi, très modestement, amoureux de la France, je dis une chose, que voilà, je cherche de faire un effort intellectuel, de faire preuve d'empathie avec M. Asselineau. Je cherche aussi, en tant que journaliste, de comprendre ses raisons. Je fais vraiment un grand effort et j'arrive pas à... Ah, vous n'arrivez pas? Pour deux questions. Alors, la première, certainement, est une question de cœur, de sentiment. Et j'imagine une Europe sans France. L'Europe sans la France, c'est quoi? C'est des spaghettis sans tomates, une entrecôte sans frites, Georges Brassens sans sa guitare. Je ne peux même pas la concevoir. Le Pen sans son œil. Mais oui, voilà. Je te trouve des trucs. Mais laissons tomber les questions sentimentales de cœur, parce qu'on s'en fiche. C'est juste mon état d'âme. J'arrive pas à me convaincre de cette... Parce que c'est comme si M. Asselineau nous disait aujourd'hui, après avoir vécu 70 ans dans un monde stéréophonique, donc aujourd'hui, on est tous avec nos baladeurs, nos enceintes à la maison, on écoute la musique en stéréo, de retourner au mono. C'est-à-dire que lui, il veut nous ramener 70 ans en arrière. Non, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, et particulièrement à Paris, où on est très, très branché, il y a cette nouvelle mode des vinyles, etc. Ouais. Mais on ne peut pas transformer le vintage en un modèle de société. Ne nous laissez pas tous, ne sortez pas de l'Europe, s'il vous plaît. Ne nous quittez pas. Il ne me quitte pas. Il ne s'agit pas de quitter qui que. Non, il ne s'agit pas. On a vu souvent ça fait 70 ans qu'on marche main dans la main. Ne soyez pas... François, quand même. François, ayez du cœur. N'ayez pas Allez, François. N'ayez François. Ne m'énervez pas. Alors maintenant, j'écoute Yann Moix, moi. C'est un des débats les plus difficiles à résumer. Moi, je suis pro-européen, mais pourquoi? J'en sais rien. Par panurgisme. Ouais. Je suis pro-européen parce que j'aurais peur, comme disait monsieur, d'être régressif. Et il se passe quelque chose de très intéressant. Je trouve que l'Europe, en tant que telle, depuis qu'on en parle, la grande Union européenne de 1992, on ne l'a toujours pas vue. Mitterrand a dit dans un discours extraordinaire, le nationalisme, c'est la guerre. Oui. Eh bien, il se trouve que les raisons pour lesquelles l'Europe a supposément été inventée font que les conséquences sont pires que lorsque l'Europe n'existait pas. Le nationalisme n'a jamais été aussi exacerbé que depuis que l'Europe n'arrête pas d'exister, en tout cas par les mots. Sans cesse, l'Europe existe, et sans cesse, lorsqu'un millième de la population européenne, qui s'appelle les migrants, veulent venir, des murs se dressent, des propos atroces se multiplient, et les vents contraires soufflent contre les migrants. Donc, en fait, dès que l'Europe devrait exister pour les raisons qui ont fait que l'Europe a été fondée, l'Europe se replie, l'Europe n'existait plus, l'Europe reprend ses billes. Et je rejoins M. Asselineau sur une chose qui me paraît fondamentale en tant qu'écrivain. Tant que tous les Européens n'auront pas la même langue, l'Europe ne pourra jamais exister. Mais non. Un objet n'est pas désigné de la même manière dans une langue, donc une vision du monde. Les gens ne comprendront jamais une chose que je dis depuis que je suis sur Terre. Le mot donne l'être. C'est-à-dire que quand vous dites un mot, il y a un monde qui se déploie à partir de ce mot. Tant que les gens ne parleront pas une seule et même langue dans cet espace-là, l'Europe dont on parle ici n'existe pas. Peggy a dit une chose fondamentale. Il a dit « Le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de mains ». Je dirais, je ne suis pas sûr que l'Europe a des mains, mais si elle en a, elle a les mains sales. Waouh, bravo. Voilà.